Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. À la une de l'actualité, c'est l'une des priorités actuelles du gouvernement camerounais. La lutte contre Boko Haram. D'importantes mesures de sécurité ont été prises le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria pour empêcher toute attaque éventuelle du groupe terroriste. En Tunisie, les électeurs sont appelés aux urnes le 23 novembre prochain pour élire leur président. 27 candidats sont en lice. Comment sont-ils perçus par la population? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, le Maroc à l'heure de la régionalisation avancée. Le roi Mohamed VI a annoncé ce jeudi la mise en œuvre en 2015 du plan de régionalisation au Sahara occidental. La lutte contre Boko Haram s'intensifie au Cameroun. Des combats de plus en plus violents opposent les militaires camerounais aux membres du groupe terroriste. Et de sources militaires, ces derniers ont pris possession d'une trentaine de blindés de l'armée nigériane. Un véritable arsenal qui fait craindre de nouvelles attaques. Reportage notre correspondant sur place, Narcisse Doumbé. La guerre contre la secte islamiste Boko Haram s'intensifie sur le terrain et prend une nouvelle dimension. Ennemis asymétriques au début du conflit, les combattants islamistes n'hésitent plus par moment à se positionner comme une force militaire pour attaquer les positions de l'armée camerounaise. Suite aux attaques contre les casernes de l'armée nigériane dans les états de Borno, Yobe et Adamawa, le groupe terroriste a amassé un important arsenal. De sources militaires, une trentaine de chars blindés et d'importantes quantités de munitions telles que des roquettes font partie de ce butin. En 6 mois, près de 18 attaques et de nombreuses tentatives d'infiltration ont été constatées dans l'extrême nord du Cameroun, le long de la frontière avec le Nigeria. Des attaques repoussées avec succès par les forces de défense camerounaises. Avec tous les moyens, la logistique, l'arsenal que le haut commandement a déployé, la population est rassurée. La victoire, l'espoir de nos forces, ce n'est un secret pour personne. Les faits, comme vous le dites en journalisme, parlent d'eux-mêmes. Donc nous nous attelons maintenant là au problème économique pour la reprise. Vous savez que le chef de l'État a débloqué plusieurs milliards pour le compte de la région de l'extrême nord. La fermeture de la frontière avec le Nigeria, principal fournisseur de cette région en produits de première nécessité, ainsi que les mesures de sécurité prises par les autorités locales, commencent à avoir un impact sur l'économie de la région. La note de service qui demande qu'on ne circule plus à 20 h, n'est-ce pas, fait en sorte que les activités nocturnes sont vraiment bloquées et ça freine l'économie du pays. Ce qui se passe dans les frontières au Nigeria font en sorte que le carburant devient cher, même dans les stations, on ne trouve plus de carburant. Les gens vont acheter le carburant, n'est-ce pas, dans les stations pour revendre au quartier à des prix plus cher. Fondé en 2002 par Mohamed Youssouf à Maïdougouri au Nigeria, Boko Haram est considéré comme une secte de la mouvance salafiste proche d'Al-Qaïda. En face des canons des combattants djihadistes, l'armée camerounaise manœuvre pour protéger son intégrité territoriale en attendant la mise en place et le déploiement d'une coalition internationale. En bref, une réunion des pays contributeurs de troupes au Mali est prévue ce mois de novembre au Niger. Elle a pour objectif de plancher sur les voies et moyens de sécuriser le nord du Mali. Une priorité, d'autant plus que selon le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, les groupes armés auraient recruté de nouveaux combattants. La campagne électorale bat son plein en Tunisie. Après les élections législatives du 26 octobre dernier, les Tunisiens s'apprêtent à élire leur président ce 23 novembre. 27 candidats sont en lice pour ce scrutin. Tour d'horizon des avis sur les différents postulants avec Idolette Bissou. À quelques jours de la première élection présidentielle libre en Tunisie, les attentes des populations par rapport au profil du prochain chef de l'État sont au centre des débats politiques. 27 candidats en lice ont démarré la campagne électorale depuis le 1er novembre dernier. Mais les avis sur le profil du prochain président de la République sont partagés. Selon moi, le président devrait avoir la capacité d'unir tout le monde. Il doit avoir une histoire politique. Les gens devront être à même de se retrouver en lui, à voter pour lui, non pas parce qu'il leur a fait de fausses promesses, mais parce qu'il fera des promesses qui sont réalisables. Il n'est pas obligé de faire l'unanimité, car il est impossible de plaire à tout le monde. Mais il devra être un leader qui unit les gens.
De 1957 en 2014, la Tunisie a connu 4 présidents. L'histoire politique du pays a écrit de nouvelles pages avec la naissance du mouvement révolutionnaire de 2010 à 2011 qui a conduit à la chute de l'ancien président Ben Ali. Élu pour la période de transition conduisant à la promulgation d'une nouvelle constitution, Monsef Marzouki est candidat à la prochaine présidentielle. Je vous assure que si j'accède à nouveau à la présidence, je serai ferme contre la tyrannie et l'oppression. Je m'engage à rester ouvert à tous les partis politiques qui soutiennent ce projet, qui est de construire une nouvelle Tunisie sur les ruines de l'ancienne. En attendant le 23 novembre pour choisir le prochain président tunisien, les candidats à la présidentielle poursuivent leur campagne électorale dans les artères du pays. En Libye, la confusion règne. La Cour suprême a invalidé le 6 novembre dernier le Parlement issu des élections du 25 juin et reconnu par la communauté internationale. Une décision censée être définitive et sans recours. Pourtant, quelques heures plus tard, le Parlement a annoncé qu'il refusait le verdict de la Cour suprême, ajoutant que cette décision avait été prise sous la menace des armes. Mise en œuvre en 2015 de la régionalisation avancée au Sahara occidental. L'annonce a été faite ce jeudi par le roi du Maroc, Mohamed VI. C'était à l'occasion du traditionnel discours célébrant la Marche verte, un événement qui avait permis la récupération 39 ans plus tôt du Sahara sous occupation espagnole. Explication avec Marina Vanier. Le Maroc réaffirme sa volonté de régionalisation du Sahara occidental. Le roi Mohamed VI a annoncé ce jeudi un plan d'autonomie d'ici 2015 pour ce vaste territoire de moins d'1 million d'habitants. Cette annonce intervient alors que le Sahara occidental est l'objet de conflits depuis 1975. Le Maroc a toujours proposé une régionalisation du territoire, tandis que le Front Polisario défend l'idée d'organiser un référendum pour les Sahraouis qui pourrait inclure l'option de l'indépendance. Alors, l'idée de décentralisation au Sahara occidental ou du Sahara occidental ou la régionalisation du Sahara occidental comme étant une solution à ce conflit-là est une vieille idée marocaine. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que le Maroc considère que la régionalisation est une solution globale d'abord pour le Maroc lui-même et ensuite pour l'idée du Sahara occidental comme étant une effectivité de la position du Sahara occidental par ce pays. Des négociations entamées depuis une dizaine d'années par l'ONU sont toujours restées dans l'impasse, les deux parties campant sur leur décision. Pour de nombreux observateurs, une solution globale avec toutes les branches impliquées est obligatoire pour mettre fin au conflit. Toujours est-il qu'elle peut évidemment d'une part marquer l'irritation des voisins du Maroc, de ses amis, de ses alliés. Elle peut aussi en même temps être une solution envisageable. En tout état de cause, il n'y a pas de solution pour la question du Sahara occidental si elle n'intègre pas les voisins, les pays concernés, les populations du Sahara occidental elles-mêmes et surtout les Nations Unies, parce que ça reste tout de même une question de droit international posée par le Conseil de sécurité pour lequel il y a un envoyé spécial depuis très longtemps. La République arabe sahraoui démocratique est un État proclamé depuis le 27 février 1976 par le Front Polisario. Depuis son siège à Alger, le mouvement revendique la souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, alors que le Maroc en contrôle 80%. En Centrafrique, les troubles persistants ont provoqué une nouvelle flambée des prix à Bangui, la capitale, sur fond d'effondrement de la production agricole, une situation qui aggrave les conditions de vie d'une population déjà livrée à elle-même. Aminata Diak. Nouvelle flambée des prix en Centrafrique. Les dernières violences à Bangui, la capitale, en octobre, ont eu un impact négatif sur l'économie du pays. La paralysie du quartier PK5, poumon commercial de la ville et épicentre des affrontements intercommunautaires depuis le déclenchement de la crise centrafricaine, aggrave encore les difficultés des populations au quotidien. Il y a à cela beaucoup de raisons. Il y a évidemment la raison au niveau de la capitale qui est que le kilomètre 5, ce qu'on appelle le PK5, qui est en fait la zone commerciale de Bangui, se trouve depuis le début de ce conflit isolé. Mais il y a bien d'autres raisons. Les raisons au niveau du pays dans son ensemble, c'est que dans ce pays, on ne peut plus circuler ni les personnes, ni les produits, ni les marchandises, ni les services. Or, Bangui est approvisionné grâce à l'intérieur du pays, y compris d'ailleurs pour ce qui concerne l'approvisionnement à partir de l'extérieur, puisqu'il y a des voies d'approvisionnement qui passent nécessairement par le Cameroun,
quand il s'agit de la route ou par le Congo quand il s'agit du fleuve. Malgré l'insécurité grandissante, les activités reprennent petit à petit dans le principal centre commercial de la capitale. Cependant, les niveaux de consommation alimentaire de la moitié des ménages restent très bas, une situation qui risque de s'amplifier si la crise politique n'est pas résolue. En présentant la situation, on voit bien sur quel levier il faut jouer pour rétablir une situation normale à Bangui et s'agissant des produits de première nécessité et ramener à des prix qui soient raisonnables pour la population. Il faut d'abord libérer le pays de la violence qui se trouve et permettre que le commerce puisse reprendre. Personnellement, je ne suis pas persuadé que le gouvernement de transition ait pris la voie pour pouvoir désarmer les groupes armés, rétablir la liberté de circulation entre les villes centrafricaines, rétablir l'intégrité de l'ensemble du territoire. Le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture soulignent dans leur dernier rapport leur forte préoccupation quant à la situation alimentaire des 4,8 millions de Centrafricains. Les conclusions indiquent également que le secteur primaire, pilier de l'économie centrafricaine, aurait régressé de 46% par rapport à mars 2012, le niveau d'avant la crise. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.